Ce podcast se veut très instinctif. Seule la présentation et 2-3 questions sont préparées pour libérer la réflexion et l'échange. Pour que ce moment de conversation reste le plus naturel possible, le montage est très léger pour laisser les silences, les hésitations, les langues qui fourchent, qui en disent autant que les mots. C'est le moment d'ouvrir la porte et de nous installer autour d'un bon thé pour converser et s'écouter. Bienvenue dans les épisodes d'Histoire harmonieuse. Bonjour à tous, je suis contente d'accueillir aujourd'hui Benjamin Delacou. Alors pour tout vous dire, Benjamin Delacou est mon cousin, mais il est aussi un homme qui a plein d'activités et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je le reçois. Bonjour Ben. Bonjour Fabienne. Je suis ravie d'être chez toi pour t'interviewer. Oui, je suis ravi de te recevoir, avec plaisir. Alors, Ben, qui es-tu? Qui je suis? Alors, les grands axes d'abord, je suis un homme de 45 ans bientôt le mois prochain, dans 2 mois, donc je dis des bêtises en plus. Voilà, marié, 2 enfants, 15 et 11 ans, garçons et filles, heureux en couple, voilà, je vis en région parisienne, pas très loin de Paris, là où je travaille principalement pour la RATP. Je suis dessinateur-projeteur dans un bureau d'études. Ça va faire plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Mais à côté de ça, j'ai d'autres activités car depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours baigné dans le milieu artistique et dans l'envie de me réaliser dans des projets, j'allais dire un peu plus personnels, mais surtout artistiques, que ce soit dans la musique, puis quelques années plus tard, la photographie. Et, et puis voilà, donc j'ai d'activités. Super. Et alors, tu as commencé par la musique. Comment t'es rentré dans la musique? Un héritage familial, pour commencer, c'est bien sûr mes parents qui ont une influence sur mon univers, ma culture et mon sens de l'appréciation de la musique. C'est ma mère, on est parti vivre aux États-Unis quand j'étais tout jeune. Donc on est revenu après un an, quand je suis rentré à l'école. On a baigné à la maison de musique anglo-saxonne, des Eagles, Dire Straits, bon, ça c'est anglais. Après, du côté de mon père aussi, qui était plus blues, avec Clapton, Sting, The Police. Donc la musique a fait partie de ma vie dès mon plus jeune âge. Je me rappelle même que ma mère est allée voir, quand on était aux États-Unis, j'avais 3 ou 4 ans, elle était partie voir Queen en concert. C'était à Memphis, et moi j'étais trop jeune, donc elle me racontait le fait que on était allé voir les balances, mais après, moi je suis resté à la maison, puis elle a profité du concert, elle était assise sur les enceintes, sur scène. Donc voilà. Mais moi j'étais trop jeune, donc peut-être que, je sais pas, j'étais jaloux et je me suis dit un jour, je prendrai ma revanche. Et donc voilà. Donc voilà, la musique c'est surtout été ça. Et ensuite, mes parents ayant divorcé quand j'étais tout petit, j'allais chez mon père un week-end sur deux. Et il n'y avait pas grand-chose chez lui, comme j'avais mes jouets évidemment, mais il y avait ses bandes dessinées et il y avait sa guitare. Et donc une guitare folk, une guitare sèche, qui était dans le salon. Et quand j'avais relu pour la 36e fois toutes ces bandes dessinées et fini de jouer un peu avec mes jouets, et qu'il n'y avait pas encore de chaîne de télévision avec des dessins animés en continu, l'ennui arrivant assez rapidement, la guitare a commencé à me faire de l'œil. Et puis bon, je gratouillais rapidement sans trop savoir quoi faire. Et mon père, dans sa grande pédagogie, un jour, m'a dit, tiens, t'as qu'à apprendre les accords majeurs et mineurs, je te donne une feuille, une grille d'accords, et puis je vais t'apprendre The House of the Rising Sun, qui sont les portes du pénitencier en version française. Et j'ai joué ce morceau-là pendant un an, une fois toutes les 2 semaines, quand je m'ennuyais. Voilà. Et puis sans vraiment nourrir d'intérêt plus que ça dans la musique. Puis après, il y a eu des déclics. Enfin, un gros déclic. Et quel est-il alors? Un retour aux États-Unis, comme chaque année avec ma mère chez des amis qu'on avait là-bas, que je considère un peu comme mes tantes d'adoption, de 2 amies à elle, de jeunesse. Et chez l'une d'entre elles, il y avait un jeune homme qui était devenu un ami à cette époque-là, qui lui faisait de la guitare depuis plus longtemps que moi. Je gratouillais vraiment en grand, grand, grand amateur. Et lui était fan de métal. Moi, je ne l'étais pas. J'étais au fait de la musique, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Je trouvais ça trop bruyant. Mais j'ai eu un allié de poids quand j'étais là-bas, c'était MTV. Et je regardais cette chaîne de télévision quasiment tous les jours. Et en 1991-92,
c'était le boom du rock alternatif et du métal, entre autres, avec Metallica qui a sorti son Black Album et qui a ouvert en grand les portes de ce style de musique qui était encore très marginal. Et je suis tombé dedans et je m'en suis jamais remis. Et le copain que je me suis fait à l'époque était fan de Metallica aussi, et il m'a commencé à m'apprendre deux, trois petits trucs à la guitare. Le mois de vacances qu'on est resté là-bas, on m'a trouvé une guitare, un ampli que j'avais déjà à la maison. Mon père m'a donné un ampli. Je suis revenu avec une guitare, avec un album, le Black Album de Metallica, les partitions, et puis après je ne faisais que ça. En rentrant à la maison, j'ai eu vraiment le coup de foudre pour le style de musique et pour la guitare en elle-même, pour pratiquer cet instrument. Parce que quand j'écoutais les artistes, je me disais, la sensation que ça me fait d'écouter de la musique et quand on a les poils qui se dressent, quand une mélodie vous emporte, je voulais arriver au moins à reproduire ça. Alors, au début, je nourrissais aussi une carrière musicale et professionnelle, mais c'est pas forcément donné à tout le monde de réussir dans le métier. Mais je voulais au moins ressentir cette sensation en jouant les morceaux et plus en les écoutant seulement. Mhm. Voilà. Et donc, comment tu es arrivé à ce moment fatidique où le poil se hérisse? Tu te souviens de ce jour-là? Oui, en fait, c'est quand on travaille un morceau, on travaille n'importe quel guitariste, pianiste, musicien, et même dans d'autres, je vais dire, univers artistiques, comme ça peut être la sculpture, ça peut être la peinture. Je pense que quand on arrive à réaliser quelque chose, quand on arrive à un résultat, et pour en revenir à la guitare, quand on arrive à passer une partie bien précise ou un solo, qui est quand même le moment culte dans une chanson, quand il y a un solo de guitare, excusez-moi. Quand il y a un solo de guitare dans une chanson, c'est le moment culminant pour le guitariste, où il exprime tout son potentiel technique et mélodique. Et quand j'ai réussi à sortir le premier solo, que je me suis dit, tiens, je veux faire cette chanson, je vais arriver à faire ce solo, et quand j'ai réussi à le sortir en même temps que le CD, en jouant par-dessus à la même vitesse, félicité totale, quoi. Ça y est, je me dis, j'ai réussi à faire quelque chose que une autre personne, certes, elle l'a créé, mais elle l'a joué, elle est devenue célèbre pour ça, et j'ai réussi à faire la même chose. C'est atteignable. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Évidemment, ça demande des années d'entraînement, mais oui, comme tout finalement, avec du travail, on arrive à tout faire. Et une petite dose de talent quand même. Ça dépend pourquoi, mais ça peut arriver qu'on ait besoin de talent. Un petit peu quand même. Mais oui, oui. Et donc du coup, comment est venu le groupe? Le groupe, c'est qu'on veut faire comme les grands. On veut construire, on veut faire son propre groupe, on veut faire ses propres chansons. On commence par des reprises. Et puis j'ai demandé à mon pote d'enfance, Guillaume Pinault, qui lui aujourd'hui est professeur de Techion, je ne sais plus combien de grades il a, il doit être en 3e ou 4e dan. Bref, c'est un nom, il est reconnu en France, je suis vraiment très fier de lui. On s'était même dit, quand on a commencé notre groupe ensemble, qu'on voulait faire Bercy un jour. Et lui a fait Bercy, mais pas comme on s'y attendait, il l'a fait pour les festivals des arts martiaux. Et j'ai trouvé ça très drôle quand il m'a invité à venir le voir, de dire bah, finalement, toi, tu as réussi à faire Bercy, pas moi. Enfin, si, mais pareil, pas sur scène. J'ai fait Bercy, mais pas sur scène. Plutôt dans la fosse des photographes. Donc, c'est déjà un bon début. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Au départ, on est mu par les rêves, on est mu par ce que l'imaginaire peut créer dans notre cerveau. On n'est pas conscient de tout ce que ça demande pour devenir professionnel de musique ou d'autres choses. Et c'était surtout un rêve d'enfant, enfin d'adolescent et jeune adulte. Et on a commencé le groupe donc avec Guillaume, et après on a démarché guitariste, bassiste, et puis voilà, on a fait des tremplins, on a enregistré un EP, on avait gagné plusieurs soirées pour après être reconduit dans d'autres salles. On a pu jouer au Gibus à Paris, c'était surtout à Paris. On a joué au Gibus et au New Morning. Et le New Morning est quand même une salle qui est quand même très connue principalement pour ces artistes de jazz qui passent. Et c'est toujours un privilège de pouvoir fouler les planches de salles mythiques, même si je ressentais en moi un petit peu ce syndrome de l'imposteur en me disant ah, je mérite pas, j'ai pas encore un assez bon niveau pour jouer dans ces salles-là. Mais c'est toujours formateur de passer par ces étapes-là. Et puis voilà, et après, bah, Guillaume, le batteur, a décidé de partir en Corée pour, euh, pour mieux connaître le pays, et puis en plus s'adonner encore plus aux arts martiaux. Et le groupe donc a périclité. Et puis il y a eu une grosse pause. J'ai arrêté la musique, j'ai donné quelques cours de guitare à l'époque, pour remplacer, on va dire. Et puis avec ma femme,
on est parti à San Francisco. Et un soir, on était dans un bar, un restaurant-bar, il y avait un groupe qui jouait, un groupe de reprise. Et puis quand elle m'a vu, quand elle a vu la tête que je faisais en écoutant le groupe, qui était un très très bon groupe, moi, en plus des classiques que j'écoutais avec ma mère et mon père quand j'étais plus jeune, quand elle a vu ma tête, elle me dit, bon c'est bon, quand tu rentres, tu remontes un groupe, tu remontes ton groupe, et là ça va faire 3, 4 ans, je sais plus, que tu as mis de côté. Ça se voit que ça te manque, et donc bah, quand je suis rentré, j'ai reformé le groupe. Et puis voilà, j'ai eu d'autres expériences musicales, mais qui n'ont pas forcément tenu parce que les musiciens ou le projet n'était pas viable à long terme. Mais bon, après ça, je passe si on en a pour des heures. Et voilà. Et alors d'après toi, alors je trouve que moi ça me fascine en fait les groupes de musique parce que je trouve ça assez impressionnant de trouver des personnes qui s'entendent sur la musique, sur le style de musique, qui s'entendent au niveau personnalité, qui s'entendent à savoir qui fait quoi. Et je trouve que c'est encore plus complémentaire que quelqu'un qui travaille ensemble, deux personnes qui travaillent ensemble dans une entreprise. Si tu veux, il y a quand même beaucoup d'éléments qui doivent être en commun ou complémentaires pour que ça fonctionne. Mhm. Et comment tu as réussi à créer ça? Alors, ça, toi, pas toi tout seul, j'imagine tous ensemble, mais comment tu fais, par exemple, si tu dois demain remonter un groupe, Mhm. c'est quoi tes critères premiers pour que ça colle avec toi? Euh, Évidemment, les relations humaines sont primordiales. Je dirais presque un peu plus que le niveau technique. Parce que s'il n'y a pas d'entente et de compréhension de l'autre, la principale difficulté dans un groupe de musique, c'est de connaître l'autre. Et c'est pas quelque chose qu'on va forcer ou sur lequel on peut travailler, c'est juste en passant du temps. On va jouer ensemble et à force, on va connaître par cœur la façon de jouer de l'autre et on va même anticiper les moments où il va faire telle ou telle action. Et c'est ce qui se passait donc avec mon premier groupe et avec les autres groupes pour lesquels j'ai joué. Le principal point important, c'est de s'écouter, d'écouter les autres. Voilà, c'est de s'écouter dans la balance générale du morceau, ou quand on joue un morceau. Et deuxièmement, c'est d'écouter l'autre, les autres, et de composer avec eux. Quand on parle de composition en musique, il y a aussi ça, il y a aussi composer pour avancer ensemble, et surtout se connaître, et qu'il y ait une espèce d'osmose. Et c'est quelque chose qui n'est difficilement quantifiable. Et on parlait des poils qui se dressent sur les bras tout à l'heure. Ça, c'est un signe qui ne trompait pas quand on composait avec les différents groupes pour lesquels j'ai joué, et particulièrement celui dans lequel j'étais fondateur. C'est que quand on faisait tourner un morceau, une idée, ce qu'on appelle une jam session par exemple, ou un buff, on fait tourner un riff qu'on trouve, une idée de guitare, et puis le batteur se rajoute, puis le bassiste aussi, et puis on va tenter une évolution sur tel ou tel accord, ou tel break de batterie, et puis ça va évoluer, et au fur et à mesure que ça évolue, on va commencer à se regarder les uns les autres, on va sourire, on va rejouer le morceau pour être sûr qu'on est bien d'accord et qu'on a bien joué, et là, généralement, quand ça marche et qu'on a les poils qui se rasent sur les bras, ou l'espèce de frisson dans la colonne vertébrale, c'est que ça nous fait quelque chose. Donc artistiquement, c'est pas quantifiable, c'est pas palpable, mais c'est une sensation. Et quand cette sensation est en plus partagée par tout le monde, alors on sait qu'on va tous dans le même sens, et on sait que ça ne pourrait être que bien. En tout cas, pour le groupe, maintenant, si le morceau est apprécié par le public, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, cette partie-là, ce morceau-là, nous fait extrêmement plaisir, c'est un shoot d'adrénaline, de joie, d'endorphine. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi la félicité. On est heureux, on sautille, on se marre, il y a des moments même où on doit arrêter de jouer et hurler un bon coup pour dire ah, on tient quelque chose, on est super content. Et puis 3, 4, on est reparti, on rejoue le morceau et puis généralement ça ne nous lâche pas. Mhm. Et du coup, quand tu joues tout seul et quand tu joues en groupe, la sensation est complètement différente. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a ces moments de plaisir quand on travaille un morceau à la maison et qu'on on voit qu'on est capable de le jouer et qu'on joue par-dessus la musique originale. Et alors après, une de mes activités annexes à mon travail, c'est que je coach un groupe d'adolescents dans lequel mon fils faisait partie, mais le Covid a eu raison de sa motivation. Et puis il est passé sur un autre type d'activité, il aime le dessin, il est passé sur le dessin. Mais je continue de coacher, ça va faire 4 ans que je coach ce groupe-là. Et c'est ce que j'essaie de leur transmettre, c'est qu'on a beau être bon techniquement dans l'exécution d'un morceau, mais ce n'est pas ce qui va rendre le morceau intéressant pour le public.
Et quand on joue tout seul et quand on joue avec d'autres, quand on joue au sein d'un groupe, on fait partie d'un clan, d'une espèce d'un club privé dans lequel c'est extrêmement sélectif, car seuls ceux qui savent jouer le morceau et de la manière dont on sait le jouer font partie, et ce sont les membres du groupe. Personne d'autre, à part, enfin même les proches, peuvent suivre l'évolution des différents musiciens, mais c'est vraiment une toute petite famille qui se crée, et c'est des liens assez, assez importants, assez forts, parce que finalement, en jouant avec d'autres personnes, on arrive avec le temps, et quand les gens savent aller outre le côté technique, mais vraiment le côté, euh, comment dirais-je, la sensibilité euh, peut enfin se révéler. C'est là où on commence à connaître aussi les gens, la façon dont ils jouent, s'ils sont énervés, énergiques, doux, s'ils savent faire la part des choses, s'ils savent écouter les autres. Et c'est que dans ces moments-là, où quand on écoute les autres, quand on arrive à s'abandonner à la musique, et qu'il y a cette espèce d'osmose qui se crée, il n'y a rien de mieux. Surtout qu'on doit exprimer un art comme la musique qui passe tout par le son, qui passe par les muscles des doigts, ou des pieds pour le batteur aussi, et par la voix, ce qui est encore plus difficile pour un chanteur ou une chanteuse, parce que la moindre émotion peut changer son timbre de voix, ou du moins le résultat de ce qu'il donne au micro. Euh, c'est... Moi, des moments où quand je coach les jeunes ados, quand ils me sortent un morceau ou un passage bien précis, et je sens vraiment que là, il y a une chaleur qui se dégage, qu'il y a une émotion qui se dégage, qu'ils arrivent à se détacher du côté technique, mais vraiment les sentiments passent. Encore une fois, j'ai les poils qui se dressent, et il n'y a pas meilleur, comment dirais-je, il n'y a pas meilleur témoin de qualité que ça. Et moi, ça se voit tout de suite sur mon visage. Je souris à m'en rompre les zygomatiques, parce que il n'y a pas meilleur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que quelque chose qui déclenche en vous une sensation, un sentiment de joie et qui vous fait sourire, ou qui peuvent vous faire pleurer. J'adore être touché par la musique qui me fait pleurer. J'ai un ami, mon ancien bassiste, qui est un ami très proche. Combien de fois il a rigolé quand je lui expliquais que je me mettais par exemple une chanson de Pink Floyd qui s'appelle High Hopes, sur un certain concert qui s'appelle Pulse. Cette chanson jouée en live, sur la fin, moi, je la mettais à fond dans la voiture, je pleurais à grandes eaux, et en même temps je rigolais parce que je trouvais la situation très drôle, mais quand une musique vous emporte, quand elle vous touche, quand elle vous émeut, euh, quelle meilleure récompense pour l'artiste, même s'il ne le sait pas finalement, mais qu'on a l'occasion de lui dire, je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense, il n'y a pas meilleure satisfaction, même le fait de gagner de l'argent avec sa musique, ça passe après. Quand quelqu'un vient vous voir, et c'est ce que je disais à dans les groupes dans lesquels je jouais, ou même aux jeunes que je coach, je leur dis, si quand vous jouez un concert, vous avez une personne qui vient vous remercier en vous disant, j'ai adoré ce que vous avez fait, ça m'a rappelé mon enfance, ma jeunesse, ou un voyage avec mon père, j'en sais rien. Si une personne vient vous remercier, alors vous avez tout gagné. Si les autres vous ont dit que c'était nul, qu'ils n'ont pas aimé, c'est très abstrait, hein, on n'aime pas, c'est comme les goûts, les couleurs, la musique c'est pareil, c'est une question de sensibilité et de goût aussi. Mais quand une personne vient vous remercier, je crois qu'il n'y a pas mieux. Vous avez réussi ce que vous deviez faire. Transmettre une émotion, transmettre quelque chose. Parce qu'en fait, c'est qu'un échange, ce ne sont que des échanges d'émotions, je pense. Qu'est-ce que tu parles bien, Ben? N'est-ce pas? Je m'étonne moi-même. J'ai même pas de fiche. Alors, non, mais en fait, ce que tu disais sur la musique, je trouve ça très fort et très, très beau. Et ça me fait penser à quand tu commences à connaître quelqu'un vraiment et que finalement tu arrives à ressentir ce qu'il ressent sans qu'il parle. Je trouve que c'est un peu la même, c'est un peu la même connotation pour moi. C'est un Ouais, peu, c'est le même sentiment. c'est ça. C'est ce que je ressens aussi un peu avec ma femme. Mm. Quand ça fait, voilà, je vais pas commencer à compter, mais ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Ça fait 22 ans, 23 ans. Mais si elle m'écoute et que je me tourne dans les clips, je suis un homme mort. Mais c'est pareil. Parfois, elle a un peu de mal à trouver ses mots pour finir ses phrases. Je finis ses phrases à sa place. Et oui, c'est une connexion entre musiciens qui est très forte parce qu'il n'y a même plus besoin de parler. Et c'est juste l'expression du jeu, l'expression de sa façon de jouer son instrument, on sait où il va. Et c'est ce que je dis aussi aux jeunes, c'est qu'il y a des moments, il y a des appels. Et quand on connaît vraiment un musicien avec lequel on joue, on sait très bien où est-ce qu'il va aller, on sait bien quand il va improviser, on sait quand il va s'arrêter.
Et c'est pour ça que très souvent, les musiciens qui jouent ensemble depuis longtemps n'ont presque même pas besoin de se regarder. Alors vraiment un petit coup d'œil rapide pour s'assurer à la rigueur, mais généralement ça trompe pas. On sait quand on s'arrête, on sait quand on repart, on sait quand on peut improviser. Et il y a aussi la liberté justement d'improviser sur un morceau qui pourtant a été joué d'une certaine manière pendant des dizaines et des dizaines de fois. Si l'un des musiciens décide d'improviser et partir dans une autre manière de jouer, ça va très peu déstabiliser les autres parce qu'on sait où est-ce qu'on va se retrouver. On va se dire, tiens, bon, il a envie de se faire plaisir, il part, voilà, il va faire son truc pendant 4, 8, 16 mesures, et puis on sait qu'à un moment, il va retomber parce qu'on sait comment il joue, on sait sa sensibilité, on sait ses réflexes. Et donc, il y a un petit rapprochement aussi oui, avec la vie de couple. Et alors, donc, toute cette partie assez jeune où tu faisais de la musique, puis tout d'un coup la RATP. Oui, bah, en tout cas, pour manger, j'imagine. Voilà, il y a toujours eu un travail, mais j'ai commencé très tôt en bureau d'études. Donc ça a toujours été mon... En fait, ma mère m'avait dit très tôt, quand j'étais encore au collège, et que j'ai justement commencé à faire la guitare, j'avais 14-15 ans, et elle m'a dit, fais ce que tu veux en termes artistiques, mais passe tes examens, c'est un peu comme un passeport, tu n'en as jamais besoin, mais quand il faut passer les frontières, c'est obligatoire. Alors, j'ai trouvé ça pas bête, et puis j'avais surtout peur de ma mère. Si je faisais pas mes devoirs, elle me passer une soufflante. Donc j'ai fait en sorte d'arriver à m'en sortir au niveau des études, même si c'était pas très facile au collège, mais après j'ai eu un petit déclic. Mais voilà, j'ai toujours eu une activité, on va dire, professionnelle rangée. Donc travailler dans un bureau d'études quand je suis sorti de mes études, après le BTS. Et, mais à côté, je ne pouvais pas. C'était inconcevable pour moi de me réaliser uniquement dans un travail, euh, je vais dire lambda, sans dénigrer bien sûr le travail que je fais actuellement à la RATP, qui me plaît, mais j'ai une fibre artistique qui était obligatoire à développer. Je ne pouvais pas me contenter d'un travail terre à terre. Et donc, j'ai toujours eu ce travail-là, enfin j'ai toujours travaillé, j'ai jamais lâché un travail pour tenter l'aventure professionnelle artistique. Musicalement, j'étais semi-professionnel, c'est-à-dire que j'avais des cachets, je faisais des concerts, mais ça ne m'empêchait pas de travailler pour autant, d'avoir un travail de bureau. Surtout que quand on est jeune, on a l'énergie. Donc après, à 45 ans, je dis pas, peut-être que je n'y arriverai plus. Quoique, enfin si, parce que finalement, c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. C'est ça, oui. Mais ça demande peut-être moins d'énergie que de courir les salles de répète, des concerts, charger, décharger, prospecter, puis faire les bilans de concerts avec les potes. Bon, après, souvent c'était accompagné de bière et à boire avec modération. Et donc voilà, j'ai toujours un travail pour me nourrir. Et j'ai toujours fait en sorte de développer une activité artistique à côté. Et donc ton travail, même s'il est finalement il y a un peu de l'artistique dans ton travail. Oui, oui, alors c'est réduit à peau de chagrin. Mais si j'ai fait bureau d'études, c'est parce que j'étais bon en dessin d'art. Et quand j'étais à la fin de ma troisième, on m'a dit, bah là ton niveau est trop juste. Donc, soit tu redoubles ta troisième, soit tu pars en lycée professionnel, dans lequel il y a du dessin industriel. Et con comme j'étais, j'ai fait, bah voilà, dessin industriel, c'est moi. Oui, enfin ça n'a rien à voir avec le dessin d'art en fait. Non, on dessine des pièces mécaniques, on dessine des murs, on dessine des projets techniques en fait. Donc le côté artistique est vraiment réduit à peu de chagrin. Mais j'avais quand même cette petite facilité, on va dire, à me débrouiller. Et ça m'a un peu aidé parce que oui, le collège était vraiment pas facile pour moi. Et quand je suis passé en lycée professionnel, je me suis révélé dans le dessin industriel et tout ce qui était manuel. Donc il y a l'électricité aussi. C'était un CAP, BEP, Bac Pro en électrotechnique. Et ça m'a redonné confiance en moi aussi dans les études. D'avoir pu passer dans quelque chose de plus concret, manipuler. Comme un instrument finalement. On manipule un instrument, on se fait les doigts dessus. Et bah là c'était un peu pareil, c'était dessiner des plans, c'était un peu comme écrire des partitions finalement. Donc tu fais donc tu travailles donc à la RATP et puis en dehors de la RATP, tu as fait tes groupes, puis tu as arrêté les groupes. Et pour moi, alors dis-moi si je me trompe, hein, dans la chronologie des choses. Je ne sais pas me tromper moi non plus. Mais je suis sûre que tu maîtrises le sujet. Tu t'es mis à la photographie. Oui,
Mais non. Mais si, il y a eu d'autres projets avant, Ouais, comme j'ai fait partie, j'ai travaillé pour un site internet qui l'est toujours d'ailleurs, comment dirais-je, qui est spécialisé dans les œuvres de Tolkien. Et parce qu'à l'époque, le film Le Hobbit allait sortir au cinéma, et puis moi je recherchais des informations sur le net, et je suis tombé sur une page Facebook, qui était au départ une page Facebook, et puis en discutant, en échangeant avec le- la personne qui gérait cette page, il m'a proposé de rejoindre l'équipe, parce que finalement il n'était pas tout seul. Et puis, si ça a pris de l'ampleur, c'est devenu un site internet, et on est devenu tellement, comment dirais-je, visité sur les réseaux, que l'équipe de production nous a même proposé d'aller en Nouvelle-Zélande pour interviewer les équipes, les acteurs, et donc j'ai été dépêché pour partir 5 jours là-bas et faire un dossier de presse, enfin oui, réaliser un rapport de visite de plateau de tournage. Et donc j'ai fait ça pendant 2 ans. En même temps, j'avais de la musique, en même temps, je donnais des cours de guitare. Et puis après, j'ai fait partie d'autres groupes de musique qui n'ont moins bien duré. Dommage, parce qu'ils étaient très très bons. Je me rappelle surtout de White Light Visions, qui était un groupe d'un ami à moi qui est sur Paris, qui depuis a changé de registre. C'est dommage, c'est pour ça que j'ai arrêté le groupe, parce que la guitare était beaucoup moins présente. Et l'autre, c'est Black Diamond, un artiste rock alternatif sur lequel j'ai joué pour son album. On a fait plusieurs concerts. Mais comme tu disais tout à l'heure, humainement, ça marchait très bien. On s'entendait tous très bien. Mais musicalement, ça l'a pas fait finalement. On a essayé de composer le deuxième album, mais ça n'a pas pris. Alors on s'en est pas voulu, hein, parce qu'humainement, on s'entendait tous très bien, mais on a senti que au bout d'un an, bon bah tant pis. On avait beau tirer sur la corde, on n'arrivait pas à composer ensemble. Et puis moi, j'en avais un peu marre. J'avoue que j'avais fait le tour. T'en avais marre de la musique ou du groupe? Bah, disons que c'était un peu un ensemble. Disons qu'à 40 ans passés, je me suis dit 40 ans, ça commence à faire un âge charnière pour essayer de faire musicien professionnel. Si t'as pas réussi à le faire avant, ça commence à faire beaucoup. Je suis marié, j'ai 2 enfants, j'ai un travail. Euh, J'aurais pu peut-être sauter le pas si l'une de ces 2 dernières formations avait marché. Et puis bah non, enfin, malheureusement ou heureusement, je sais pas, on ne saura jamais. C'est un petit regret, oui. Mais il y a toujours une part en moi qui a toujours préféré garder un travail alimentaire et pouvoir subvenir à ma passion. Et donc, après le dernier groupe, en même temps, s'est développé mon travail sur la photographie. Parce que quand je ne faisais pas de concert, je me suis... Alors déjà les voyages, je voulais me faire plaisir en m'achetant un bel appareil photo, mais je me suis dit, partir en voyage, on ne fait pas toutes les 4 semaines, il fallait l'amortir cet appareil photo, et j'ai vite eu la sensation de me dire, bah, si je fais pas de concert, autant aller voir des potes qui en font, et les prendre en photo. Et j'ai toujours aimé prendre des photos. D'ailleurs, je faisais même des selfies avec des appareils à pellicule quand on avait il y a 20 ans. Et j'arrivais à bien viser, hein. Il n'y avait pas d'écran à l'époque. Tiens, prenez-en de la graine, jeune. Donc la photo m'a toujours plu, les belles œuvres, un peu de toute façon, c'est artistique, les tableaux, les photos. J'ai toujours aimé ça. J'ai eu des posters dans ma chambre, forcément, étant musicien, étant fan de musique. Ma chambre était couverte de posters, de groupes de métal, évidemment. Et donc ça s'est un petit peu développé, un peu par hasard. Et puis dans ma ville, là où j'habite, il y a la fête de la musique, il y a la fête de ceci, la fête de cela, puis il y a des groupes. Donc je shoot en amateur. Je commence à prendre des photos de groupes, du fils d'un ami à moi qui avait son groupe, qui était jeune en plus à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Il a une petite vingtaine d'années à peine. Mais il était tout jeune au début, il était mineur, il avait 14-15 ans. Et il se débrouille bien maintenant, le jeune Matisse. Je commence à prendre des photos de son groupe, et puis c'est la prof de piano de la ville qui un jour m'a vu prendre des photos durant la fête de la musique, je crois, et qui est venue me voir et elle m'a dit, bah voilà, j'ai vu que tu prenais des photos, moi j'ai un spectacle de fin d'année, enfin tous les 6 mois, en été, en hiver, j'ai jamais de belles photos, j'aimerais bien que quelqu'un prenne des photos, et j'ai vu que tu en faisais, est-ce que ça te dirait que je t'embauche en fait, pour prendre des photos? Je lui dis, bah, oui, enfin moi ça me fait plaisir. Je commence dans la photo, je te ferai un tarif vraiment ridicule. Euh, j'ai dû le faire payer 25 € à l'époque. Et, euh, et puis elle me dit, ok d'accord, et puis tu me payes seulement si tu trouves que le résultat te convient. Et hors de question que tu me payes pour quelque chose qui ne te plaît pas. Et donc j'ai fait les photos, elle était contente, elle m'a payé, j'étais content.
c'est une belle reconnaissance. Quand quelqu'un te fait confiance, il est capable d'investir des sous pour toi. Et ça va faire, je sais pas, 6 ans qu'on continue de travailler ensemble. Moi, j'y tiens parce que bah, c'est un petit peu mon coup de main pour la ville, pour l'association musicale, parce que bah, elle est professeure de chant et de piano. Pas de guitare, mais c'est pas grave, elle est bien aussi. Et donc, et l'un des ados qui joue dans le groupe d'ados que je coach, c'est son fils qui est à la batterie et, euh, et qui l'accompagnait d'ailleurs souvent pour certains spectacles. Donc ça a été ma première cliente, et c'est là où j'ai eu des clics en disant bon bah ça y est, on va se lancer maintenant. Euh, donc j'ai monté mon auto-entreprise, pour lequel une personne m'a bien aidé, côté administratif, fiscal et autres. Je te Avec remercie. plaisir, avec Je te plaisir. remercie, Fabienne. Et puis à partir de là, et puis j'ai fait des rencontres, un peu au culot. Je suis allé voir, j'avais gagné un concours pour rencontrer un chanteur d'un groupe, qui avait été organisé par le site, l'ancien magazine Art Force, qui est devenu un site internet depuis presque 20 ans maintenant. Et, euh, et j'avais, comment dirais-je, je ne veux pas dire lié d'amitié, mais on s'était bien entendu avec le rédacteur en chef, Christian Lamey, qui aujourd'hui bah, est mon deuxième patron, si je puis dire, parce que bah, maintenant je travaille pour lui depuis 4 ans, je crois, et le temps passe vite. Et puis je suis allé au culot parce que bah, je lui dis, bah voilà, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on s'était vu pour le concours où j'avais gagné pour rencontrer l'artiste, il dit, si, je me rappelle de toi. On a bien sympathisé, et puis je lui dis, bah voilà, je fais de la photo, et puis j'ai aussi fait des interviews. Je suis allé en Nouvelle-Zélande sur le plateau de tournage. J'avais participé aussi à l'élaboration d'une publicité, mais qui n'avait jamais eu lieu. J'avais rencontré aussi Metallica en vrai, il y a presque 20 ans maintenant, quand ils étaient en répétition. Pareil, c'était un concours que j'avais gagné. Je parle bien anglais, je suis bilingue, donc si tu as besoin, je me doute peut-être que tu as déjà une équipe au complet, mais si jamais tu as besoin, ce sera avec plaisir que je viendrai grossir les rangs de ton équipe. Et puis son bras droit et lui, Christophe Droit, je leur avais fait un CV artistique, parce qu'on fait des CV pour trouver du travail alimentaire, mais j'avais aussi un CV sur lequel j'avais noté et sur lequel j'avais expliqué toute en fait, ma carrière artistique et musicale. Et ils m'ont mis à l'essai sur une interview, ça s'est bien passé. Et ils m'ont mis à l'essai sur un shooting photo de concert. Bah, l'artiste pour lequel justement j'avais gagné le concours grâce à leur intermédiaire. Et puis voilà, c'était parti. Et donc c'est comme ça qu'a commencé ma deuxième carrière ma deuxième profession. Voilà. Ma réelle deuxième profession. Autant la musique, voilà, c'était il y a 20 ans, mais le temps passe vite. Celle-là, c'est celle qui anime mes journées d'après-travail aujourd'hui. Voilà, c'est euh, mon complément d'activité dans lequel je m'épanouis aussi, même si bien sûr la musique je la lâche pas parce que je continue de donner des cours de guitare. Je travaille aussi pour une école de danse pour laquelle je fais toutes les pistes sonores et les montages pour les spectacles qui ont lieu chaque année et pour les concours qu'elles font parce c'est une école dans laquelle elles font des concours régionaux et dans laquelle d'ailleurs elles se débrouillent très très bien. C'est l'école Tutu et compagnie. Alors c'est sûr que ça fait ça contraste avec Art Force, mais voilà, j'ai plusieurs cordes à mon arc et puis j'aime bien m'essayer dans d'autres registres, comme la photo corporate pour les entreprises, la photo de profil, et puis l'été prochain, les mariages, qui auraient dû avoir lieu cet été. Et le Covid a un petit peu chamboulé les agendas, mais les personnes qui m'ont fait confiance pour photographier leur mariage ont maintenu leurs engagements. Et donc, si tout va bien, je croise les doigts, là, au mois de mai, en tout cas, je vais rajouter cette activité à mon activité présente. Mais la photo de mariage, ce sera quand j'aurai envie. Voilà, ce ne sera pas à plein temps, ce sera vraiment au feeling et puis à l'envie. Donc, ce sera de temps en temps. Mais voilà, évidemment, c'est vrai que depuis 2 ans, avec le Covid, les photos de concert ont beaucoup diminué. C'est pour ça que j'ai un peu élargi mon champ d'action. Mais ça ne veut pas dire que les artistes ne sont pas actifs en communication. Et beaucoup ont décidé de sortir des albums, de rentrer en studio. Et certains artistes que j'ai photographiés en concert m'ont contacté pour me dire, bah voilà, en ce moment, on travaille sur notre album. Il y en a un d'ailleurs, un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Clone, un groupe de Poitiers que je vous invite fortement à découvrir. C'est pas que du métal, c'est aussi très mélodique. Et qui m'ont contacté parce qu'ils avaient besoin de photos pour faire
la sortie de leur album live. Et, euh, et donc j'ai été contacté parmi d'autres photographes aussi, je n'ai pas été le seul, d'autres photographes talentueux, dont certains avec qui je corresponds. Euh, Merci les réseaux sociaux. Et puis c'est un petit monde fermé, le monde des photographes de concert. On se connaît tous à peu près, je pense qu'on se connaît à peu près tous, même dans toute la France. Et puis bah voilà, j'ai collaboré pour la sortie de l'album, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ces photos sur un album, surtout quand c'est en format vinyle, vu que je suis mélomane et grand amateur du support. Et voilà, j'ai un autre groupe, des, des Suédois, si on peut résumer, un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Gathering, que je vous invite aussi énormément à consulter, et qui m'ont aussi fait appel aux photos que j'avais prises d'eux en concert. Et pareil, sur les réseaux sociaux, quand l'artiste vous contacte pour dire est-ce que je peux partager ta photo, est-ce que je peux te l'acheter, est-ce que je peux ou, voilà, ça, moi j'ai dit oui, évidemment. Et heureusement qu'il demande, parce que s'il ne le faisait pas, là, il y aura peut-être un petit problème d'autorisation de droit. On n'oublie pas que l'œuvre d'une photo, c'est comme de la musique. On ne s'approprie pas une photographie sans demander le droit à son créateur. C'est la petite minute. Je vous rappelle ce qu'il faut faire et ne pas faire. Parce que beaucoup pensent que prendre une photo, bah, c'est juste viser, cliquer. Enfin, et pour la photo de concert, je vous assure que c'est l'univers le plus difficile à photographier. Avec les changements de lumière, les artistes qui bougent, ils ne prennent pas la pause pour vous. Et puis quand vous êtes dans un pit photo, quand vous êtes devant la scène et que vous êtes 10 photographes, les artistes ont autre chose à faire qu'à vous regarder, à tous nous regarder et à nous donner 5 secondes de pause. Et non, ils sont là pour faire le spectacle, ils font le spectacle pour le public. De temps en temps, il peut y en avoir un ou deux avec qui on voit que dans les yeux, quand on se regarde, il y a un petit échange qui se fait. Et là, il va vous faire une petite grimace, une petite pause. Là, il faut être réactif. On peut lui dire bah, attends, bouge pas. Non, il faut être super réactif. Je suis pas prêt. Voilà. Alors, la plupart du temps, quand on est prêt, on s'y attend, ça marche bien. Mais j'ai eu quelques photos, j'ai pas eu le temps de faire le point, ça a été trop rapide et tant pis. Hein. Elles sont floues, donc je les ai pas éditées, je les ai pas proposées à Art Force ou autre. Mais voilà, j'ai quelques photos que j'ai gardées de côté qui sont marrantes parce que bah, l'artiste a eu cette gentillesse ou ce côté un petit peu fou de vouloir partager un moment, une grimace, une pause avec soi qui on prend forcément pour soi parce que c'est pour nous qu'il l'a fait la pause, pas pour le public à ce moment-là. Et du coup, dans ces moments de photographie en concert, qu'est-ce que tu ressens par rapport à quand tu jouais de la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ou pas? Il y a une compréhension. Je pense que pour beaucoup de photographes de concert, euh, on ne fait pas ça, on ne se force pas pour le faire ce métier. Donc soit on a au moins la fibre mélomane, euh, soit on a un amour tel pour la photo que même faire des photos de concert, finalement, ça ne nous déplaît pas. Ça peut être un challenge aussi. Euh, mais pour ce qui est, pour ma part en tout cas, j'ai la chance de pouvoir photographier des groupes que j'apprécie. Maintenant, j'ai eu aussi l'occasion de photographier des groupes que je ne connaissais pas vraiment et disons que la soirée m'a permis de les découvrir et de les apprécier. Parfois non, mais parfois, souvent oui. Mais quand je photographie un artiste, euh, je, vu que j'étais sur scène, je sais par quoi ça passe. Je sais enfin pas à quoi il pense, mais je sais ce qu'il doit gérer. Et je sais ce que c'est que d'être sur scène et à quoi ça ressemble. Parce que quand on voit un artiste sur scène avec les lumières qui sont sur lui, quand nous on est dans le public, c'est beau, c'est harmonieux, on voit que les lumières bougent, c'est en rythme avec la musique. Il y a tout un décorum qui se fait, il y a toute une ambiance qui plonge le public dans l'ambiance de l'artiste. Mais quand on est sur scène, ce qu'on voit est complètement différent. C'est très cru, c'est très. Je ne vais pas dire comme si on était sous des néons, mais les lumières en façade qui nous illuminent quand on est sur scène, ça donne pas du tout le même rendu. Et le public, on le voit peu. On voit que le premier rang, enfin quelques rangées de premier rang, et après, à la rigueur, peut-être les flashs de téléphone qui sont en train de filmer. D'ailleurs, perdez pas votre temps à gâcher votre moment au concert, profitez du concert, arrêtez de filmer le concert. Surtout que vous retrouvez les mêmes vidéos sur YouTube après. Et surtout quand c'est filmé professionnellement par une équipe. Bref, je m'éparpille. Mais quand on est sur scène, c'est moins magique. Il n'y a pas de magie. En fait, quand on est sur scène, l'artiste, il est en osmose avec ses musiciens. Il voit qu'il y a un public évidemment, mais il doit gérer, pour un guitariste en tout cas, et c'est vrai que j'aime bien photographier des guitaristes, il doit gérer ses effets, il doit gérer son jeu, ce qu'il joue avec ses doigts évidemment. Quand il y a des lumières qui s'estompent,
il ne doit pas se planter, il doit avoir ses repères. Il doit en même temps montrer qu'il s'amuse sur scène, à part certains qui font la gueule, et ça fait partie de leur personnage, et au moins ils sont concentrés sur ce qu'ils font. Mais il y a plusieurs choses sur lesquelles il doit jouer et il doit gérer. Et quand il a 2 secondes d'attention pour un photographe, parce qu'il dit tiens, en fait, ils sont là, et ça me fait ma promo, je sais, si je suis bien pris en photo, ça tournera sur les réseaux, je sais que ça me servira, mais il prend quand même cet effort de dire bah tiens, je vais faire une petite grimace par là, parce qu'il est aussi détaché, il est professionnel, il arrive à faire la part des choses. Heureusement qu'il prend plaisir, et ce n'est pas que de la réflexion et d'être concentré, mais il y a une bonne part de concentration. Après, vu qu'il joue toujours les mêmes morceaux, et ce sont ses morceaux, évidemment que c'est plus facile pour lui. Mais quand moi je suis dans le côté photo, connaissant tout ça, et généralement j'essaie d'écouter les groupes avant d'aller les voir, si je ne les connais pas, j'essaie d'écouter, je sais quand les solos auront lieu, je sais quand le chanteur va faire une envolée, ou il va faire un solo, je sais quand la batterie va faire un solo, ce qui me permet, et ce qui permet aussi aux autres photographes quand ils connaissent les groupes, d'anticiper ce qui va se passer. Donc on se place un petit peu en avance quand on sait ce qui va se passer. Et parfois aussi on se donne les tuyaux. Entre photographes, on est dans la même galère, entre guillemets. Alors, je peux dire non, c'est pas dire que c'est une même galère, c'est surtout pas une galère d'ordre. Non, non, je me reprends et je mets un point d'ordre à expliquer ça. C'est que pendant des années, et ceux qui le font encore aujourd'hui, ceux qui font le pied de grue pour entrer dans une salle de concert, qui attendent pendant des heures dehors, qui courent à l'intérieur de la salle pour être sur le premier rang, pour pouvoir avoir leurs artistes le plus près possible. Nous, on arrive comme des fleurs, les photographes, 15 minutes avant, on passe devant tout le monde, on est devant la scène et devant le public. C'est ce qu'on appelle le crash pit, c'est-à-dire devant la scène et devant les grilles sur lesquelles les premiers rangs sont agglutinés. Je ne peux pas ne pas penser au fait que je suis un privilégié. Et même si on doit rester que généralement les 3 premières chansons, n'importe laquelle des personnes qui est derrière moi et qui est serrée comme pas possible sur la barrière, quand ce sont des concerts bondés évidemment, mais elle donnerait n'importe quoi pour franchir ne serait-ce que cette barrière et pouvoir toucher le bord de la scène, voire même que l'artiste te fasse un check avec le point ou te donner les médiators comme ils font en fin de concert. Donc on est des privilégiés. On est aux meilleures places. On a de la place en plus, on a de l'espace. Même quand c'est rempli devant la scène, on peut être à une quinzaine, dans des salles à peu près moyennes, on est répartis à peu près généralement de chaque côté de la scène. On a le temps de discuter, on prépare notre matériel. Voilà, comment ça va toi? Oui, bah oui, je t'ai vu au concert la dernière fois, on était ensemble. Ah oui, j'ai vu que tu avais fait celui-là, alors il était comment? Ah, les lumières, je te raconte pas, c'était une horreur. Sur celui-là, c'était bien. Et généralement, on remercie énormément les ingénieurs lumière quand ils mettent de la façade sur les artistes, c'est-à-dire quand ils éclairent de face les artistes, parce que là, ça fait ressortir les contrastes, ça fait ressortir les traits du visage, et en photo, c'est beaucoup plus facile à traiter, alors que les concerts où il y a beaucoup d'éclairage de derrière, ça donne des super effets, on est d'accord, on voit les silhouettes, ça donne un côté un peu fantomatique, ça donne une super ambiance, mais en termes de photo, c'est très difficile. Alors tous, derrière, on travaille en post-traitement sur des logiciels qui permettent de rattraper certaines expositions qui sont parfois très limites, mais on arrive à faire... Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de récupérer des photos qui, si on ne les retouchait pas un minimum, seraient exploitables, mais ce serait quand même moins joli à regarder. Mais donc, il y a forcément un lien, en tout cas pour ma part, musicalement, surtout pour les artistes que j'ai déjà vus en concert, les artistes dont j'ai appris les morceaux, il y a une connexion évidente. Je parlerai du Metallica, que je n'ai pas encore eu l'occasion de photographier, mais un autre groupe, qui était son concurrent à l'époque, Megadeth, qui est un groupe que j'aime beaucoup, et quand j'ai eu la possibilité d'emprunter photographier son leader, Dave Mustaine, qui est un excellent guitariste, qui a traversé un cancer de la gorge il n'y a pas très longtemps, et qui s'en est remis. Alors c'est peut-être pas le plus grand vocaliste du monde, mais c'est un excellent technicien, et puis ils vieillissent aussi. Et ce sont des artistes qui, quand moi je les écoutais dans les années 90, ils approchent de la soixantaine, et qui sont toujours techniquement, comme lui, aussi doués. Je trouve que c'est un honneur de pouvoir les photographier. Oui, j'ai les poils qui se hérissent. J'ai cette sensation qui revient. Et de me dire, toi, mon héros, toi, mon idole, il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, eh ben, je peux enfin, après avoir joué tes morceaux, je peux enfin te mettre sur pellicule, pour dire à l'ancienne. Voilà, je t'ai capté, je t'ai photographié, j'ai mon souvenir à moi, à ma façon. Et puis, quoi de mieux, quel privilège de plus. En plus,
pour Art Force, je fais des interviews aussi. Alors, là, je crois que j'ai bouclé la boucle. Ouais. J'ai eu la chance d'interviewer un groupe qui a été aussi une source d'inspiration pour les groupes que j'écoutais. Metallica était fan d'un groupe qui s'appelle Diamond Head, qui est un groupe anglais de la fin des années 70. Et j'ai eu la chance d'interviewer son guitariste. Ce guitariste, c'était l'un des premiers solos que j'ai appris d'une de ses chansons. Et pourquoi j'ai appris cette chanson? Parce que Metallica l'a jouée. Et donc j'ai remonté l'arbre généalogique de cette chanson. Et quand j'ai rencontré le musicien, qui était extrêmement gentil, à la fin, je l'ai remercié en off. Je lui ai dit, je vous remercie beaucoup, parce que là, en fait, je crois que j'ai fait le tour. J'ai joué vos morceaux, vous étiez nos premiers solos, je vous ai interviewé, je vous ai pris en photo, je vous ai serré la main, et vous avez été extrêmement gentil. Donc je vois pas je peux rien vous demander de plus. Et si je peux juste vous dire merci pour ce que vous m'avez donné, transmis, ce que vous avez donné. Vous m'avez donné envie de faire des choses artistiquement, pas juste de vous écouter, mais de vous jouer, de vous écouter, de vous photographier. Bref, voilà. Et bon, il a été touché, il a été très gentil. Et chaque artiste que j'interviewe, que j'ai en interview, on leur pose souvent la question aussi de leur chemin à eux. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, aujourd'hui, moi, je suis devant toi. J'ai interviewé quand même le guitariste Don Felder, le guitariste des Eagles, qui a créé Hotel California, qui était un des morceaux que ma mère a écouté une palanquée de fois. Si, avec ta mère. Voilà, évidemment. Et quand Christian Lamel de Art Force m'a proposé de l'interviewer, j'ai fait oui, parce que au-delà d'un artiste qui m'a accompagné durant ma jeunesse, c'est même une transmission, un héritage de musique que ma mère m'a donné. Et quand je l'ai rencontré, lui aussi extrêmement adorable, il m'a proposé de me donner son dernier album qui venait de sortir, et c'est pour ça qu'on l'interviewait. Et je lui dis, il me dit, tu veux que je te le dédicace? Je lui dis, oui. Vous pouvez faire la dédicace à ma mère, parce que sans elle, sans vous, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Alors évidemment, sans ma mère, je serais pas là aujourd'hui. Mais sans l'héritage musical, sans la passion de la musique. Ma mère, on va dire c'est cette personne qui, dans les États-Unis, et avec ses deux amies que je considère comme mes tantes, c'est ce qu'on appelle des yayas. Et les yayas, c'est un peu comme des 68 arts en France. Il y a un côté un peu bohème, il y a un côté artistique, il y a un côté musical, il y a un côté, surtout pour des femmes, c'est un mouvement féminin. Je ne vais pas dire féministe, mais plutôt féminin. Des femmes libérées. Et ma femme est une femme libérée. Ma femme. Oh là là, le lapsus. Quoique, c'est vrai aussi. Ma mère était une femme libérée. Elle a divorcé avec mon père, j'avais à peine 2 ans. Et elle a vécu sa vie comme elle le sentait. Elle ne s'est pas donné de limite. Si on est parti aux États-Unis, c'est parce qu'elle est partie un peu sur un coup de tête. Elle a voulu se donner une chance. Et on a vécu aussi aux Antilles. On a vécu dans pas mal d'endroits. Bon, après, on s'est quand même bien placé en région parisienne, évidemment. Mais elle m'a donné cette espèce de balance entre avoir les pieds sur terre, tu tiens tes comptes, tu fais tes comptes, tu as un travail, tu payes tes impôts, et à côté de ça, vis ta vie, profite de la vie, voyage, fais de la musique, exprime-toi, sois curieux, ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, avance, je ne vais pas t'entretenir jusqu'à 40 ans, il faut que tu avances. Après, c'est pas quelque chose qu'elle m'a rabâché, mais c'est quelque chose c'est un univers dans lequel j'ai baigné. Donc, dès mes dizaines d'années, dès mes années de collège, en fait, dès qu'on commence à prendre un peu d'indépendance et qu'on commence à s'exprimer, à se trouver, même si au départ j'étais j'étais pas sûr de moi au collège, même au début du lycée, j'étais, je ne vais pas dire un peu à part avec mes deux amis d'enfance, dont Guillaume, justement, le batteur de mon premier groupe, qu'on a monté ensemble. On était un peu à part, on n'était pas cool, on n'était pas, je veux dire, populaire, on n'était pas des beaux gosses, on n'était pas. Et c'est un peu pour ça que je me suis mis dans la musique, parce que finalement c'est un exutoire. Et, donc sans ma mère, sans le côté artistique, sans son soutien, parce que finalement la guitare, c'est pas moi qui me suis acheté, c'est elle qui me l'a offerte. Sans avoir été baigné par la musique, comme elle mettait la musique tous les jours, parfois même tard, parfois même quand il y avait école le lendemain, parfois même quand j'essayais de dormir. Et à un moment, on vivait dans de mes 12 ans jusqu'à mes 25 ans, on vivait dans un F1 où le côté chambre était pour moi, le salon c'était pour elle. Le problème, c'est que quand elle mettait ma musique et qu'elle recevait, à 1h du matin, 2h du matin, moi j'essayais de dormir, il y avait école le lendemain,
Elle avait ce côté yayaz, comme on dit justement, où bah écoute, c'est pas grave, tu peux pas en crever, puis je fais ce que je veux chez moi, et puis c'est la fête. Donc j'ai vécu avec ça, c'était pas forcément facile tous les jours, mais voilà, la musique, la musique, la musique, la musique. Dans toutes ses formes, que ce soit vidéo, audio, photo, et même la vie, parce que j'ai rencontré des artistes quand j'étais jeune, j'ai vécu à côté d'artistes quand j'étais jeune, grâce à ma mère aussi, quand on était aux États-Unis. Euh, donc forcément, tout ça, ça fait pleinement partie de moi. Et si je ne fais pas de la musique, alors je la photographie. Et si je la photographie pas la musique, et ben, je fais des montages musicaux. Et si je fais pas de montages musicaux, je l'écoute. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Il y a pas mal de gens qui font que écouter Oui, et c'est déjà très et bien. c'est Et déjà puis très bien. sans eux, la musique sera peut-être moins populaire. Donc moi, je suis assez épatée donc de ce 360 degrés que tu as fait autour de la musique en fonction de chaque étape de ta vie, Mhm. en fonction de ton évolution. Ouais. Et je suis très étonnée et très épatée et admirative même, je peux même dire, de comment tu arrives à organiser ta vie alimentaire, on va dire, Ouais. même si tu plais au travail, c'est pas péjoratif dans Non, ma bien sûr, bouche en disant ça, évidemment. et le côté artistique que Mhm. tu aimes. Et donc, ma question, c'est comment on arrive à allier les deux sans que... Et la vie de famille, évidemment, Tout à fait. je ne l'ai pas oublié. Comment on fait pour allier les trois, finalement, pour que chacun ait sa place sans que l'autre en prenne trop Mhm. et que comment tu arrives à gérer cet équilibre entre tous? Depuis que je connais ma femme, Christelle, on est sortis ensemble, j'avais 21 ans, elle avait 20 ans, on s'est connus en BTS, en deuxième année en première année de BTS. Euh, Très vite, dès le départ en fait, sans savoir forcément qu'on allait faire notre vie ensemble, euh, on s'est dit, tu es une femme, je suis un homme, nous avons notre façon de fonctionner. Évidemment qu'il y a des compromis, il y a un équilibre qu'il faut trouver, mais on ne va pas essayer de changer l'autre. Il y a des comportements, des réflexes séculaires qui sont liés au fonctionnement d'une femme et d'un homme, euh, et on s'est très vite trouvé là-dessus. Et non, nous avons eu, alors je ne vais pas dire l'intelligence parce que ce serait peut-être un peu présomptueux, mais on a eu cette présence d'esprit ou cette Intuition. ouverture, ouais, intuition ou ouverture d'esprit plutôt, sur le fait que je pense que Christelle, ce qui lui a, je pense, elle te le dira peut-être mieux que moi, ce qui lui a plu justement, c'est ce côté artistique, c'est le côté un peu à part, un peu original. Chose qui est difficile à vivre quand on est au collège, parce que quand tu suis pas le mouvement, bah, t'es moqué, t'écoutes pas la même musique que tout le monde, tu fais pas comme tout le monde, mais c'est quelque chose que j'ai pas voulu effacer. J'ai essayé, fut un temps, à changer mes fréquentations, à essayer d'être un peu plus cool, à jouer un peu, d'être un peu plus présomptueux, enfin présomptueux, à vouloir se prendre au sérieux. Mm. Et je pense que c'est une énorme erreur, c'est de se prendre au sérieux. Euh, et avec Christelle, c'est en fait, c'est finalement, et c'est comme ça qu'on est sortis ensemble, c'est quand j'ai arrêté de me prendre au sérieux. C'était un moment où j'essayais de vouloir être intéressant en me prenant au sérieux, parce que je me disais, bah, les femmes de mon âge, enfin, elles sont sûrement intéressées par quelqu'un qui a l'ambition, euh, ténébreux. Non, pas du tout. Enfin, en tout cas, pour ma Pas part, que celle. c'était pas pour elle. Et du moment où je suis redevenu moi-même, finalement, c'est là où ça lui a plus plu. Et parce que j'ai beaucoup d'humour, euh, sans être lourd. Enfin, j'en sais rien, quoi que si je peux l'être. Bah, parfois, je me fatigue moi-même, mais c'est quelque chose qui lui a plu. Et elle savait qu'elle ne pourrait pas me demander d'arrêter de faire de la musique. Elle ne pouvait pas me demander de faire, je ne vais pas dire des compromis, parce que on en fait toujours un peu. Mais avant, je voyais beaucoup mes copains. Euh, Quand j'ai commencé à sortir avec elle, bah, j'ai coupé la poire en deux. Il y avait les moments de répétition, mais les soirées que je passais après la répétition avec eux, bah, je les passais plus de la moitié du temps avec Christelle, ce qui est normal, avec ma femme. Donc, et pareil de son côté, même si elle n'a pas, comment dirais-je, euh, fait d'activité artistique tout de suite, elle, c'est la danse. Mais ça s'est réveillé plus tard. Elle s'est mise à la danse. Elle est excellente danseuse. Je suis toujours très admiratif sur sa capacité à savoir danser sur n'importe quelle musique. Elle pourrait même danser sur le bruissement d'un paquet de chips. Elle rendra ça funky. Euh, et l'équilibre, en fait, il est dans l'acceptation
des activités de l'autre, sans abus. J'essaie toujours de lier l'ensemble, les enfants, mon travail, évidemment, il faut absolument que je sois efficace à mon travail, c'est celui qui me nourrit, donc il est hors de question que je sois en retard, il est hors de question que je rate des jours, parce que mon activité de photographe déborderait sur mon activité de dessinateur-projeteur. J'ai signé un contrat, et quand je signe un contrat, je suis une personne d'engagement. Si on me fait confiance, je vais jusqu'au bout. Si on me dit est-ce que tu serais dispo telle date pour faire tel shooting, ou est-ce que ou autre chose, ou pour j'ai l'impression que ça tourne beaucoup des concerts, les enfants vont jouer dans 2 semaines, il faut qu'ils soient prêts, enfin en tout cas c'est ce que je me dis. S'ils sont pas prêts, je vais pas dire bah non je viens pas à la répétition, répétez tout seul et puis je vous laisse vous débrouiller. Si je m'engage, je peux pas ne pas aller jusqu'au bout. Il y a une phrase que disait le grand-père de ma femme, que j'ai rencontré forcément avant qu'il décède, juste après que mon fils soit né, et il m'a dit une phrase qui allait déjà dans le sens de ma philosophie. Il m'a dit dans la vie, tu es ou tu n'es pas, que tu peux traduire par soit tu fais les choses et tu les fais à fond, soit tu les fais pas du tout. Et je trouvais que ça résumait parfaitement ma façon de faire, ma façon de vivre, et comment je voyais les projets dans lesquels je pouvais m'investir. Professionnels, amateurs, peu importe. Même des projets personnels. Le Covid, par exemple, il y a une chanson que mon père me faisait écouter quand j'étais enfant, d'un artiste qui s'appelle Gino Vanelli, et la chanson s'appelle Brother to Brother, avec un bel accent français, je vous l'ai fait celle-là. C'est pour que vous puissiez la trouver sur le net. Et dans lequel il y a un solo de rock, jazz, de guitare, qui m'a toujours époustouflé. Et j'ai fait de la musique avec mon père, j'ai sorti un disque avec lui de blues rock, et je parlais de cette chanson de temps en temps. Et c'est de la enfin c'est technique. Hein. J'ai dit, mais ce serait pas mal qu'on la reprenne. Mon père disait, mais ça sera pas, c'est trop technique, on n'y arrivera jamais. Bon, tant pis. Mais c'était quelque chose qui restait en moi. Et quand le premier confinement nous est tombé dessus, donc on était obligé de rester à la maison, pas sortir, rien. Je me suis dit, bah tiens, ce serait peut-être le moment de le faire. Et j'ai mis 1 mois et demi, j'ai travaillé, pourtant j'ai un bon niveau en guitare, 1 mois et demi, je l'ai bossé quasiment tous les jours, et j'ai réussi à le sortir. Et c'était un engagement que je m'étais fait. Je me suis dit, j'arriverai à le faire, je vois pas pourquoi le guitariste de ce groupe il arrive, et moi, j'y arriverai pas. Alors, il y a peut-être c'est peut-être un peu ingénu de se dire ça, parce qu'il y a forcément des choses qu'on est incapable de faire, même si on met toute la volonté qu'on veut. Mais celui-là, je savais que j'avais au bout des doigts. Il était faisable. Et donc, j'y suis arrivé. Donc voilà, je m'étais engagé, juste pour moi, tout seul. Je m'étais dit, tu vas y arriver, tu vas le faire, et tu t'en demanderas pas. Donc, le fait pour en revenir à l'équilibre dans ma vie, c'est de respecter les personnes qui gravitent autour. Je respecte ma femme, je respecte le temps qu'on passe ensemble, je respecte ses activités. Donc elle a passé de nombreuses années à faire la danse, à aider à faire des chorégraphies aussi. Elle a fait partie d'un groupe quand on était un peu plus jeune, dans lequel j'ai aussi joué un peu de temps en temps pour donner un coup de main. Voilà, aujourd'hui elle a d'autres activités, elle a une épicerie solidaire pour aider ceux qui ont plus de difficultés à s'alimenter, du moins à acheter les aliments, ou parfois même d'autres produits de première nécessité. Donc ça lui demande du temps. Et elle me demande, elle me dit, tiens, j'ai une réunion, tiens, je vais parler avec mon groupe de parole, est-ce que ça te dérange ou pas? Même si c'est, comment dirais-je, une simple formalité, elle n'attend pas réellement un oui ou un non massif, franc et massif. Je ne sais pas si on dit ça. Si, franc et massif, c'est franc ça. Je ne peux pas lui dire non. Mais quand même, on sait tous les deux que si un soir ou un jour, il y en a qui ne se sent pas bien, et qu'il a un engagement, tout dépend lequel, quel degré d'implication ça nous, comment dire, chez nous lie. Si je vois que ma femme ne va pas bien, là, je ferai l'exception. Ce serait la seule raison qui me permettrait de ne pas aller au bout d'un contrat ou d'un engagement. Un contrat rémunéré ou pas rémunéré d'ailleurs. Parce que le socle de notre vie, en tout cas occidentale, quasiment mondiale, hein, le socle de notre épanouissement, c'est notre vie de famille. Pour ceux qui en ont. Certaines personnes s'épanouissent tout à fait seules, mais elles ne sont jamais complètement seules. On n'est jamais seul. On a des amis, on a nos parents, on a nos frères et sœurs, c'est ce qu'on considère comme c'est la famille, mais ceux qui construisent, qui fabriquent une famille, qui ont une femme, un mari,
et des enfants, euh, c'est la pierre angulaire de tout développement qu'il y a autour. On ne peut pas occulter sa vie de famille. Et si on commence à l'occulter pour privilégier son travail, ou ses amis, ou ses activités secondaires, à un moment, ça ne va plus fonctionner. Et quand ça ne fonctionne plus, ça commence à amener la discorde, les disputes. Et, quand on a ça en tête, quand notre foyer n'est plus notre havre de paix dans lequel on peut tout relâcher et se sentir enfin chez soi, on ne peut pas être efficace dans d'autres domaines. On ne peut pas être efficace au travail, même en relation amicale, on ne peut pas, parce qu'on a toujours quelque chose qui ne va pas finalement. Quand la famille va bien, je dirais que tout le reste est secondaire. Et on est beaucoup plus zen. En tout cas, je fonctionne comme ça. Il faut que ma famille soit bien. Il faut que mes enfants aillent bien, il faut que ma famille aille bien. Même s'il y a eu des moments où, professionnellement pour elle, ça a été difficile, eh ben, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider, même si je ne pouvais pas faire grand-chose, hormis être encore plus actif dans le maintien de la maison, faire les courses, tenir la maison, ranger, aider aux devoirs des enfants. Il y a eu des moments où c'était un peu plus difficile, et j'ai été un soutien. Il y a de toute façon une manière d'être là pour l'autre. Ça peut être par des attentions, ça peut être par le tenue de la maison, ça peut être par des entraînements à passer des CV, enfin des lettres de motivation. Mais je pense que le principal, c'est d'arriver à respecter donc l'autre, son conjoint, respecter ses enfants, le temps qu'on a à passer avec eux, même si à l'adolescence, ils sont un petit peu plus effacés, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre présence et notre rôle, parce que moi je vois ça avec mon fils qui a 15 ans, il est très souvent dans sa chambre, mais il aime quand on est là. Il aime savoir quand on est là, et il aime quand il descend pour discuter avec nous, il aime pouvoir parler un peu de sa journée, et même si ce sont des choses qui sont à nos yeux peut-être futiles, parce que ce sont des choses, des journées d'enfants, ça nous rappelle aussi nos journées d'enfance, c'est important qu'on soit disponible. Parce qu'il y a des moments où quelque chose va tomber, tiens j'ai un devoir, tiens j'ai un conseil, ou j'ai envie de te parler de ça, on se doit d'être présent. Donc je dois respecter du temps pour ma femme, je dois respecter du temps pour mes enfants, du temps pour mon travail, et la disponibilité pour être présent et être efficace à mon travail, et également pour ce qui est tout ce qui est musique, cours de guitare, coaching pour le groupe, photographie, montage audio pour le spectacle de danse, parce que la chorégraphe a besoin de montage assez rapidement, parce qu'il faut qu'elle puisse répéter avec ses élèves, son groupe de concours, qui passe des concours, il y a des dates, il y a un cahier des charges qui est spécifique. Donc tout ça, je dois trouver un équilibre. Mais c'est pas un combat, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis quelqu'un qui a été organisé. J'ai une émission de radio tous les mois sur des groupes émergents qui est diffusée sur une web radio, qui est une association avec Art Force, évidemment, et Live Nation. Cette émission, quand je la prépare, je sais quand, dans le mois, je vais y consacrer du temps. C'est le midi à ma pause, j'écoute des groupes, et puis le soir, je vais commencer à rédiger la présentation des groupes. Et je vais monter mon émission sur une semaine. Et je vais me dire, par jour, je dois avoir fait la présentation de au moins deux ou trois groupes. Je fais mon montage, un peu comme toi, c'est comme un podcast finalement. Et je monte mon émission, et voilà, je sais qu'à la moitié du mois, parce que l'émission est diffusée à peu près à la mi du mois, le 15, le 16, le 17, le 19, et je sais qu'après j'ai 2 semaines où je suis un peu plus relâche, et où là, je peux avoir aussi, alors c'est plus facile quand je gère des interviews, j'ai un peu plus de temps. Le coaching de groupe, c'est tous les samedis, donc finalement ça me demande très peu de temps. Les cours de guitare, c'est le jeudi. Voilà, j'ai mes journées qui sont bien figées. Donc ça me permet d'avoir un agenda, d'avoir un mode de fonctionnement qui est assez bien rodé. Et je suis rarement pris au dépourvu, à part quand ce sont par exemple des interviews. Heureusement, en ce moment, c'est beaucoup en Zoom. Les artistes, ceux qui sont étrangers, sont souvent chez eux. Donc ça se fait en Zoom, c'est plus facile. Quand c'est sur Paris, vu que je travaille sur Paris, généralement, c'est organisé pour, juste après mon travail, d'aller dans un bar où là, on m'a donné rendez-vous, dans un hôtel, pour donner une interview sur un artiste qui dure une demi-heure, donc c'est assez rapide. Après, ce sont souvent des artistes anglo-saxons, donc il faut que je traduise. Là, ça prend plutôt 3-4 heures de traduction. Donc ça, après, c'est le week-end. C'est vrai que les week-ends, c'est pas vraiment du repos, mais c'est pas non plus du travail, parce que c'est motivé par une envie, la passion. Donc, je suis assez occupé. Oui, ça c'est sûr. Et ben on se dirige vers la fin, Ben. Et alors, j'ai 2 questions pour la fin. Mhm. La première question, c'est
Déjà que tu nous définisses le mot heureux, mais est-ce que tu estimes dans ta vie, est-ce que tu es heureux? Et en fonction de ta définition. Oui, oui, je suis heureux. Alors, ma définition du bonheur. Euh, alors, c'est quelque chose qu'on partage avec Christelle aussi, ma femme. Cette vision, ça je l'ai depuis longtemps, mais je sais qu'on la partage cette vision. Le bonheur, c'est pas un but. En- ce serait faux de se donner comme bonheur, comme but, de se dire euh, quand j'aurai ça, je serai heureux. Non, tu es heureux aujourd'hui. Être heureux, c'est une décision. Et ça recoupe aussi ce que. La dernière interview que j'ai faite, c'était avec un guitariste monu, monument, oh, je peux pas y arriver, un monument de la musique, Monsieur Steve Vai, qui est un excellent guitariste, un virtuose. Et pendant l'interview, il rejoignait exactement cette pensée que j'ai, c'est que le bonheur, tu le trouves là où tu as envie de le voir et tu le décides. Le bonheur, c'est un rayon de soleil qui traverse un nuage. Le bonheur, c'est de voir tes enfants en bonne santé. C'est de te sentir bien chez toi. C'est de te sentir écouté, épaulé. Euh, je dois remercier ma femme pour m'avoir soutenu, pour m'avoir motivé parfois, pour m'avoir comment dirais-je, avoir eu la patience aussi, avoir compris que des fois, bah, je suis pas là le soir, parce que je dois aller faire des photos, parce qu'elle sait que c'est ce qui me plaît, même si elle préférait que je reste à la maison, évidemment. Mais c'est de, c'est de saisir les instants. Je pense que le bonheur, c'est une question d'instant. C'est d'avoir une opportunité d'apprécier un moment quand il arrive. Et d'avoir l'esprit complètement fixé dessus. Et de ne plus rien penser à d'autre. Vraiment, euh, un bon plat. Alors nous, Français, on est les premiers. Mais lors de la table, d'apprécier un bon repas, alors entouré de ses amis, de passer un bon moment, on est heureux. Euh, de se coucher dans son lit au chaud. Moi, je sais que c'est un sentiment qui m'envahit toujours. C'est le bonheur que ça procure quand on est fatigué, d'aller se coucher. Et tu te mets dans ton lit, tu te mets la couverture, et là, mais oh, t'as même pas envie de te réveiller. T'as envie de dormir pendant 10 ans. Bah, il est là le bonheur. Le bonheur, il est dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent, dans des petits moments. En fait, c'est une succession de petits moments qui t'accompagnent. Et puis, bah, quand ça va pas très bien, tu relativises. Tu te dis, comme ma mère me disait, t'es pas en chaise roulante. Alors, évidemment, je ne veux pas faire offense aux personnes qui sont handicapées, mais il y a toujours Pire. il y a toujours pire. Il y a toujours une situation où quelqu'un, c'est plus difficile pour toi. Il y a toujours une situation où tu es mieux loti. Alors même si on va dire l'herbe est toujours plus verte ailleurs, oui, l'herbe est plus verte ailleurs, mais quand tu iras brouter l'herbe ailleurs, non, tu couperas ça. Quand tu iras marcher sur un joli gazon verdoyant, et quand il devient le tien, eh ben, au bout de 2 3 jours, ça y est, c'est le tien. T'es un peu lassé, on va dire. Et c'est pour ça que je me rappelle toujours de la chance que j'ai de vivre les choses, les expériences que j'ai vécues et que je continuerai, je pense, à vivre. C'est quand tu as des opportunités et que d'autres n'ont pas, que ce soit pour le travail, une promotion, une augmentation, la tape dans le dos de ton supérieur qui dit t'as bien géré, je sais que tu es quelqu'un sur qui je peux compter, mais qui te le rend bien aussi, hein, pas quelqu'un qui exploite tes capacités évidemment, enfin qui t'exploite, voilà. Mais quand tu ressens l'échange, quand tu vois que ce que tu le fais bien déjà à tes yeux. Moi, je suis quelqu'un de très critique. Pour que je trouve que quelque chose que j'ai fait soit bien, il faut vraiment Ça soit bien. vraiment que ce soit bien. Comme je te disais, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Je ne supporterais pas de fournir quelque chose, de donner quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de mes exigences. Et je suis assez exigeant. Donc, le bonheur, c'est une décision. Et on aura beau traverser des épreuves, euh, la grande phrase de ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, et c'est le chemin qu'on parcourt finalement. Parce qu'une fois que tu as atteint le but, c'est presque trop tard. C'est déjà trop tard. C'est comme un collectionneur de timbres. Son bonheur, c'est de collectionner les timbres, c'est de compléter sa collection. Le jour où elle est terminée, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'y a plus cette sensation d'excitation, de trouver l'objet rare, ça y est, le chemin est terminé. Alors généralement, quand on a terminé un chemin, ben, on en trouve un autre. Parce que je suis une personne de projet,
je suis une personne de développement. Voilà. Il y a toujours quelque chose à améliorer, il y a toujours quelque chose à trouver, à découvrir. Je suis assez curieux aussi. Je pense que, je pense que c'est aussi une forme de bonheur que d'apprendre de nouvelles choses. Et alors, quand tu les transmets, c'est encore mieux. Et oui, C'est fou. je voulais pas que tu sois ici. Alors c'est sur la bonne voie. C'est ça. En tout cas, je suis en phase avec moi-même. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Et alors, ma dernière question, pour continuer d'être heureux, comment tu te vois dans 20 ans? Comment je me vois dans 20 ans? Alors, j'aime pas trop commencer à vieillir. Enfin, ça fait 15 ans que j'aime pas commencer à vieillir. Oui, mais c'est plus un début, 15 ans. Non, depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je vais pas dire que j'ai une phobie de l'acte final, quand le rideau sera tiré, mais si quand même. Il y a des moments où j'ai un petit coup de dépression fugace, mais j'aime pas le temps qui passe. Euh, En même temps, alors c'est des choses qui arrivent, hein, tout le monde a des petites pensées, je veux dire, un peu morbides, nous concernant, chacun voit comment tout ça se finira à sa manière. Moi, je sais que j'ai pas envie que ça se finisse. J'ai pas envie que les moments que je passe avec les personnes que j'apprécie, les personnes que j'aime, les moments d'apprentissage, de partage, j'ai pas envie que ça se termine. Alors j'ai envie que tout ça continue, que ça s'arrête jamais. Peut-être qu'un jour je serai lassé si ça devait arriver. Mais pour que ça continue comme ça, dans 20 ans, Et pour je dis continuer pas... à être bonheur. Ouais, et je dis pas que dans 20 ans, tout s'arrête, hein. Oui, bien sûr. C'est juste une petite première étape. Première étape, bah, dans 20 ans, j'aurai grosso modo 65 ans. Dans 20 ans, je me dis que peut-être que j'aurai une retraite. Ce serait une bonne blague. C'est parti comme c'est vraiment pas sûr. Bah, j'essaye de mettre un peu de sous de côté quand même. Mais euh, Donc, sans parler pragmatisme, si tu dois continuer ton rêve, hmm, ce serait quoi? En plus ou pas en plus d'ailleurs? je C'est sais, pas alors obligatoire d'être en je plus. pense que c'est surtout suivre mes envies. Aujourd'hui, c'est la photo. Je pense que c'est une activité qui, contrairement à la musique, musicien, c'est un peu moins difficile. Euh, Maintenant, je ne sais pas. Je peux très bien être amené à refaire de la musique avec des gens, peut-être avec mon fils. J'ai bien fait de la musique avec mon père. D'ailleurs, mon fils a joué avec moi sur scène, et mon père aussi, donc il y avait les trois Hmm. générations ensemble. Ah ouais, je Il me était souviens de petit, ça. hein. Il était Ouais. petit, mais il avait joué de la guitare, il s'était bien débrouillé. Euh, je pense qu'il faut simplement suivre ses envies. Aujourd'hui, c'est la photo. Aujourd'hui, c'est transmettre mon amour de la musique et ma compréhension de la musique pour des musiciens, pour des jeunes musiciens. Euh, J'espère que dans 65 ans, non, dans 20 ans, ce sera toujours le cas, que je serai toujours mu par la même motivation, par la même passion, par la même curiosité. Je pense que un homme ou une femme curieux euh, ne sera jamais rassasié et avancera toujours, s'interrogera toujours. Et donc je pense que c'est, pour ma part, la partie la plus importante, c'est de rester curieux, de s'enrichir. Je pense que la connaissance est la plus belle des richesses. C'est ce qu'on a de mieux et qu'on peut transmettre. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. C'est un cadeau qu'on donne et c'est une manière en fait de perdurer aussi dans la mémoire des gens parce que je pense que le jour où on n'est plus là, on continue d'exister jusqu'au moment où la dernière personne qui vous a connu, elle aussi finit d'exister. Et si je peux souhaiter quelque chose, c'est que d'avoir fait plaisir à des gens que j'ai côtoyés dans ma vie et que, et que ceux que j'ai côtoyés, bah, peut-être certains d'entre eux, leur avoir transmis quelque chose, transmis une curiosité. C'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants, c'est de leur transmettre cette curiosité de ne pas s'arrêter à ce qu'on nous dit bêtement, euh, surtout dans une ère où les réseaux sociaux, les vidéos, les YouTube, tout paraît tellement facile, surtout pour la jeune génération. Euh, les informations aussi, on nous balance des choses. Quelles sont les sources? Pourquoi on dit ça? Dans quel contexte? J'essaie de leur inculquer cette curiosité de manière à se faire leur propre opinion, d'être fiers aussi de leurs opinions, euh, d'accepter les opinions des autres. Il y a toujours une question de partage. Donc voilà, être heureux dans 20 ans, bah, ce sera de rester intéressant pour les autres. J'ai du mal à me trouver intéressant. Je ne sais pas trop pourquoi comment je peux. Voilà, encore une fois, le syndrome de l'imposteur. J'ai du mal à me trouver intéressant. Ce que je le fais parce que ça me fait du bien. Maintenant,
bon, je ne peux pas nier que des gens achètent mes photos, je ne peux pas nier que des personnes m'ont remercié et que des personnes reviennent me voir. Et elles sont sincères a priori. Donc on accepte les compliments. Il ne faut surtout pas faire des faux modestes. On accepte les compliments. Et puis voilà, j'essaye de faire de mon mieux. Voilà, je pense que c'est. Je continuerai de faire de mon mieux, déjà pour moi, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, et après aussi pour les autres, pour accompagner les autres, et de faire en sorte qu'eux aussi, finalement, soient entourés de personnes qui leur apportent du bonheur. Bon, merci beaucoup Ben. Alors Merci moi je Fabien. confirme, tu es quelqu'un de bien et tu fais des choses superbes. Donc continue, surtout dans 20 ans aussi. Oui, projet d'énergie. Et puis merci beaucoup de nous avoir partagé toute cette partie de ta vie. Et c'était très intéressant. Merci. Je te remercie beaucoup et puis bonne continuation à toi aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Pour en savoir plus sur mon invité, suivez-nous sur Instagram et sur mon site lafinanceaccessibleatous.com.